Donc on parle d'un livre inédit qu'on a entendu hier. Je pense que la première chose qui me saisit, c'est enfin déjà les temporalités différentes et les échos. On en parlait juste avant de commencer cet entretien. L'Europe de Mathieu, c'est donc ce moment des années 70, dans cette lecture en tout cas d'hier. Un temps qui est pour moi, je dirais quasi inconnu, enfin, juste parce que je suis né après. Donc, mais les échos de cette époque de violence, d'aspiration, d'énergie, de colère, et les échos pour l'aujourd'hui, pour ces années que moi j'ai mieux connues, qui sont les années 90 et 2000, sont très très puissants. Parce qu'au fond, on se rend compte que tapis sous cette sorte de paix sans imagination, de paix du marché, il y a une persistance des tentatives d'invention, de stratégies violentes, non violentes, de changement en tout cas. Et l'autre chose dont j'ai pris conscience en l'écoutant hier, c'est cette illusion. Alors je la voyais bien pour l'Europe contemporaine, qui est en fait un espace extrêmement violent, mais qui se rêve encore comme un lieu de paix, comme une petite Suisse. C'est vrai, il y a une forme comme ça depuis 1945, l'Europe se pense et se rêve comme une petite Suisse à l'échelle du monde qui serait épargnée par la guerre de tous contre tous partout ailleurs. Et ce moment de la paix, de la prospérité, enfin là pour le coup c'est vraiment la pleine génération de mes parents, donc des 30 glorieuses. On garde comme ça cette image d'Épinal, cet âge d'or, la croissance européenne à l'ouest. Et là, en entendant le texte sur ces années de plomb, de feu, c'est toute cette illusion comme ça qui se dissout. Et je crois qu'en fait, il en est de même pour les années qu'on suivit. J'ai pensé, en écoutant le texte d'hier, aussi à un livre de François Cusset, qui avait pour titre « À l'abri des ruines du monde » ou quelque chose comme ça, mais qui parlait lui plus tard, et puis qui a beaucoup parlé, écrit sur les années 80. Et on a l'impression comme ça, chaque décennie est marquée, mais on prête assez peu attention à ces forces constantes qui cherchent à modifier l'ordre du monde. C'est-à-dire, on a cette image d'une année 70 très politique, années 80 très dépolitisée, mercantile, égotiste, etc. Et 90 comme une sorte d'indéterminé, mais marqué par l'idéologie des fins de l'histoire, donc, qui pousse encore plus loin ces grands récits marchands, la paix du marché. Et puis on en parlait, ces années 2000 où renaissent des stratégies et des désirs de modifier. Mais je crois qu'en fait, à travers toutes ces décennies, il y a quand même une sorte de persistance de cette énergie, enfin, de cette jeunesse, en fait. Je dois dire que la lecture du Être et le boulot, il y a quelques années, m'a été très précieuse parce qu'en fait, elle m'a permis de me rendre compte, comme ça arrive souvent d'ailleurs avec certaines lectures, que je pensais déjà des choses sans le savoir, quoi, voilà. Et de voir que Camille les avait formulées noir sur blanc m'a aidé non seulement à prendre conscience que je pensais sensiblement des choses de cet ordre-là, mais en plus du coup à mettre en branle une espèce de réflexion que je
pensais ne pas avoir ou ne même jamais être amené à avoir, quoi. Et donc il y a cette chose qui s'est mise en place et qui a sans doute contribué, qui a sans doute nourri de façon souterraine les œuvres de miséricorde, par exemple, quand j'ai écrit. Pour la suite, et en particulier pour la lecture de Camille d'hier, on est quand même dans une autre dimension, évidemment, que celle du être et le boulot, même si c'est dans la continuité. C'est toujours cette idée de prolongation, de toute façon, hein, de reprendre des fils dont on se rend compte qui courent depuis longtemps, et que tout est fait évidemment pour qu'on ne les voit pas, mais qu'on a évidemment tout intérêt à s'en saisir pour les reprendre et pour tenter de les nouer. Moi, évidemment, dans la lecture d'hier, j'ai vu quelque chose qui m'a presque angoissé, parce qu'évidemment, il y a ton côté gagman ayant fortement déteint sur la lecture. Non, il y a une espèce de... Comment dire, de tristesse n'est pas le mot, mais oui, de gravité, vraiment. C'est-à-dire, il y a quand même quelques moments, et malheureusement, je dois bien reconnaître que depuis quelques années, ces moments-là sont de plus en plus fréquents, où on se dit, mince, on est au bord de quelque chose, en effet. Finalement, dans cette espèce de fiction d'Europe de la paix qui se construit, dont tu parles depuis 1945, on a été jusqu'à présent complètement protégé de ça, de ce que c'est qu'un événement historique, mettons, un truc majeur, un bouleversement, un truc qui forcément, oui, alors a fortiori une guerre, mais même un truc plus, enfin, de moindre ampleur, disons, qu'une réelle guerre. On n'a jamais été réellement confronté à ça, tout au plus à des événements comme ça, un peu circonscrits. Et d'un seul coup, voilà, moi, depuis quelques années, j'ai ce sentiment-là qu'on pourrait soudain être amené à être confronté à ça, et donc la question se pose de comment on va y répondre, comment est-ce que la pensée va y répondre, comment est-ce que le corps va y répondre, comment est-ce qu'on va agir, qu'est-ce qu'on va décider, Et au fond, ce qui m'est vraiment apparu très clairement dans la lecture d'hier, c'est ça. Et je ne cherche pas à m'aveugler, mais j'aime pas beaucoup considérer ça. Je le fais pas de gaieté de cœur, quoi. Voilà. Et en même temps, je ne perds jamais de vue la vertu conjuratoire ou conjuratrice de l'écriture, évidemment, et a fortiori de la presque profération, on pourrait dire, de l'écriture. Il y avait ce ton-là dans la lecture d'hier, je trouve, qui était vraiment très net. Et il y avait cette fonction de mettre un peu les choses à distance, à laquelle, pour me rasséréner un peu, je me suis tenu. Est-ce qu'au fond, c'est pas ça? Est-ce que dans l'écriture de Camille de Toledo, il n'y a pas, dans l'écriture même, dans la langue, quelque chose qui va toujours chercher les derniers fils de possible, les derniers fils de bien sûr. futur, quoi. Oui, oui. C'est quelque chose qui est très frappant. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vraiment le travail. Enfin, je te laisse répondre là-dessus, mais bien sûr, parce que à chaque fois qu'on pense que quelque chose va s'éteindre, à chaque fois il y a ça dans Vie potentielle aussi, évidemment, très très fort même. Et en effet, il y a toujours un fil à reprendre et ne serait-ce que dans le rythme de la phrase, comme ça, même dans ce qu'on ne voyait pas hier, mais dans sa disposition graphique sur la page, il y a cette perspective toujours de reprendre quelque chose, en effet, qui est très très précieuse. Oui. Là, je repartirais vraiment de ce que j'ai entendu dans le texte de Matthieu. C'est l'effet que ça produit sur moi, c'est presque une forme d'autorisation à la violence. Et je crois que, par exemple, j'ai travaillé sur le massacre d'Utøya en Norvège, et on voit très bien ce qui se joue. Il y a un tueur d'extrême droite, et il y a des gamins qui sont élevés dans cette paix européenne. Et le tueur est déguisé en flic. Je reprends parce qu'on a beaucoup parlé des flics dans les années 70. Donc, il y a un travestissement de l'ordre.
l'ordre norvégien, c'est l'ordre démocratique dans lequel nous avons vécu. C'est l'histoire de la social-démocratie. C'est ce moment. Et c'est pour ça que je n'ai jamais été, disons, dans la politique proprement parler, parce que ce qui m'intéresse dans l'histoire européenne contemporaine, c'est comment on réouvre des possibles. La violence, c'est plusieurs possibles. Or, l'ordre de la paix européenne tente à dire non, la violence, ça n'est pas impossible. C'est un impossible. Ça n'est pas une voie possible, parce qu'on l'a connu. Mais en fait, il y a des infinités de formes de violence. Pour prendre simplement deux violences, il y a une violence, par exemple, qui a été celle de la fin du 19e, 20e siècle, qui est une violence d'invention, qui est une violence créatrice extraordinaire, que ce soit l'histoire des avant-gardes, que ce soit l'histoire du messianisme juif qui s'est sécularisé et qui a fait à un moment donné bouger l'intégralité de la pensée, des formes, de l'art, qui s'est souvent teinté de socialisme, mais qui était à l'époque une force d'utopie. Ce sont des très très beaux moments qui ont parfois été de sacrifice. Je travaille moi là-dessus en ce moment, donc je suis marqué par ça. L'histoire, le premier moment du Bund, enfin ce moment du Yiddishland, où c'était des gamins qui sortaient des shtetl, qui vivaient dans la misère, mais qui portaient une forme et une force de transformation. En écoutant le texte d'hier de Matthieu, je retrouve ça, cette façon qu'il a dans une compassion extrême, c'est-à-dire de ne pas autoriser la violence, mais de se mettre au lieu du chien. Quand tu dis cette expression, c'est les cadavres, c'est des gamins d'extrême gauche, le cadavre de Pasolini sur la plage, cette façon d'être dans le corps du chien, mais en même temps d'être dans sa violence. Et tu le dis d'ailleurs explicitement. C'est peut-être dans les paroles de Iri De Luca. Oui, nous étions violents. Oui, bien sûr. Bon, oui, nous étions violents. Et je ne m'en excuserai pas. Parce que je crois que le grand ignoré de ceux qui ont porté, on va dire, l'interdit sur la violence, qui sont en partie beaucoup de ces gamins qui, eux, ont eu cette enfance-là, de la cogne, dans la rue, et qui, sur le tard, se sont dit non. En fait, c'est très bien la social-démocratie, et le marché, etc. Le grand ignoré, c'est tout simplement cette éternelle répétition de la jeunesse. La jeunesse est un moment de cogne. Et plus persiste en nous un corps de la jeunesse, même dans la vieillesse, plus on arrive par empathie, je dirais, par compassion à dire mais non, c'est normal que ça cogne. Il faut que ça cogne. Si ça cogne ou pas, qu'est-ce que c'est? Et à partir de là, il y a cette grande chape qui a été le grand interdit européen, qui tombe. Et là, on retrouve mes gamins du Toya. Parce que qu'est-ce qu'ils font lorsque le tueur arrive déguisé en policier? Ils obéissent. Ils obéissent. Et lorsque le tueur dit « Je suis un policier, arrêtez-vous », ils s'arrêtent. Et là, ils sont abattus. Et donc, quand je reviens à ces différentes possibilités de la violence, je dis, en travaillant sur cette histoire du Toya, si soudainement, à la place des enfants de l'obéissance, il y a des enfants de la désobéissance, et je les vois presque comme des abeilles, ou comme des lucioles, que tout d'un coup ils font masse, c'est plus la même violence. C'est une violence de la désobéissance, donc tragédie, c'est Antigone contre Créon, quoi. Alors ils font masse, et ils le mettent en pièces, le tueur, déguisé en policier. Et je crois que c'est ce que l'ordre européen ne comprend pas. C'est qu'il faudrait presque qu'ils autorisent, qu'ils acceptent cette violence collective. Non seulement qu'elle s'exprime, mais qu'elle gagne, au moins un peu, juste un peu. Que quelque chose change dans l'ordre des choses, parce que sinon, c'est simplement des tueurs, juste des tueurs. Parce qu'il y a violence. Voilà.
Et c'est ça que j'ai aussi vraiment aimé dans cette voix du narrateur du texte de Matthieu sur les années 70. C'est qu'à un moment donné, il nous est dit autre chose que nous avons eu tort. Non, non. Nous avions raison. Et les années qui ont suivi ont prouvé que là, il y avait des raisons d'éprouver au moins, d'être en violence.